Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Amar, alias la petite nettoyeuse, alias la reine de la serpillère. Je viens de faire cette vidéo ce matin pour deux raisons. Je t'explique. La première, c'est que je travaille sur un projet et on m'a dit, Annick, il faut absolument que tu offres un cadeau à personnes qui vont s'intéresser au projet. Et la deuxième raison, c'est que c'est un thème, c'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder. Parce que dans le cadre de mes accompagnements, c'est un sujet qui revient régulièrement. Ça concerne la rupture amoureuse, ça concerne des douleurs qui entourent les ruptures amoureuses. Et puisque je suis principalement concernée, parce que qui n'a pas encore connu une douleur amoureuse, qui n'a pas encore connu une rupture amoureuse qui vous fait mal jusqu'au plus profond des cris. Donc voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, peut-être que j'ai un peu rouillé. Bon, on va faire avec. Vous connaissez un peu mon fonctionnement, je suis quelqu'un de free, je ne prends pas la tête, donc on va faire, ça sort comme ça sort déjà. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je suis chez l'un de mes clients, je vais superviser une mission. Il y a mon équipe qui travaille là derrière, donc moi je profite de la pièce pour faire la vidéo parce que sinon après ça va être compliqué et en termes de délai, j'aurais dû rendre ce cadeau dimanche déjà. Donc il faut absolument que je profite de ce temps pour faire la vidéo. Donc désolé si vous entendez des bruits parce que je suis là, je suis au quatrième étage, il y a juste une relation plein Paris, donc il y a beaucoup de circulation. Désolé. Peut-être la qualité du son aussi. Bref, comme j'ai dit, on va faire comme on pourra. Alors, je vais partager avec toi 5 choses qui m'ont permis de dépasser mes douleurs, de dépasser mes frustrations, de guérir après une rupture amoureuse douloureuse. Et le thème, ça va être comment, j'ai pris des notes à c'est sérieux. Alors, le thème, c'est comment trouver la force de pardonner après une rupture amoureuse. Avant de vous partager les 5 clés, je vais raconter vite fait l'histoire pour bien vous situer dans le contexte. Ouais, je trouve que c'est très original. Alors, pour vous situer dans le contexte, il s'agit d'une histoire, de ma propre histoire. Je rencontre le jeune homme, c'était en 2009, en août 2009. Et donc on va se rencontrer, c'est très romantique, il va me rencontrer, il va flasher sur moi, je suis chez mes parents, machin. Et donc il va envoyer sa soeur, il prend mon numéro de téléphone, machin truc. Et c'est au début août donc 2019, août 2009. Et moi je pars du Cameroun en août 2000. Non, je pars du Cameroun en septembre 2009. Donc c'est une relation qui va durer moins d'un mois. Mais en moins d'un mois, il va se passer tellement de choses. En moins d'un mois, je vais m'attacher à lui parce que je suis quelqu'un de très sensible, je suis quelqu'un de très fragile. Et je pense qu'il va falloir que je revoie ça. Parce qu'en plus, moi, quand je m'engage dans une relation, que ce soit une relation amicale, sentimentale, professionnelle, j'y vais à fond. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Et pour ce qui concerne la relation amoureuse, je pars du principe que quand je laisse entrer une personne dans ma vie, je la considère comme moi-même. Elle fait partie de ma vie, donc je dois être là pour elle. Alors, ce qui va se passer avec ce jeune homme, c'est que très rapidement, il va me parler de ses problèmes, il va me parler de son vécu, et je me rends compte que c'est une personne qui a connu beaucoup de souffrances. Il est orphelin de père et de mère. Moi, j'ai mes 2 parents qui s'occupent de moi. J'ai mon père qui est en train de financer mon départ pour le Cameroun, etc. Et je me fais une promesse, c'est que tant que je serai là, tant que je serai à ses côtés, je ne vais pas le faire souffrir. Il pourra souffrir d'autres manières, mais ça ne sera pas venant de moi. C'est vraiment une promesse que je me fais et je vais faire le maximum pour que cet homme vraiment il fasse partie de mes priorités. Je vais tout faire pour qu'il se sente bien quand je suis là. On va se faire des promesses, on se considère comme des fiancés, on va aller s'acheter des anneaux qu'on va s'échanger, voilà, on est fiancés, on se fait des promesses, etc. Et quand je pars, je lui dis, ok, chaque année, je reviendrai pendant les vacances pour que, voilà, pour qu'on passe du temps ensemble.
Donc, je vais partir sur cette note-là, sauf que je ne sais pas où je vais. Je ne connais pas les réalités de vivre dans un pays étranger. Je ne sais pas ce que ça signifie qu'être étudiant dans un pays étranger. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend. Je vais arriver dans mon pays d'accueil, je vais découvrir les réalités, je vais découvrir les difficultés et très rapidement, je fais face à la solitude. Très rapidement, je comprends ce que ça signifie que de devoir vivre en ne comptant que sur soi-même. C'est vrai que mes parents m'ont envoyé des sous pour, voilà, quoi, pour me soutenir, mais je suis seule au monde. Mais vraiment, au sens strict du terme, tu ne comptes que sur toi. Bon, j'avais celui que je considérais comme mon tuteur, j'étais quand même entourée avec sa famille aussi. C'est des personnes que je vais apprendre à connaître, je vais apprendre à tisser des liens, c'est important. Jusqu'à présent, on est toujours en contact. C'est vraiment une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je vais lui dire que je ne peux pas revenir au Cameroun pour les vacances comme on s'était promis, parce que c'est difficile. Et je n'ai pas encore pris le temps, je ne suis pas encore assez forte pour mentalement pouvoir faire face à la solitude, pour faire face à l'éloignement. Je rappelle quand même que je suis la cadette de ma famille, je suis la dernière née, je suis le bébé de la famille et c'est très difficile pour moi de vivre à l'étranger. D'ailleurs, je me demande souvent où j'allais trouver la force. Bon, ça, c'est un autre débat. Et je me dis, je ne suis pas prête. Je lui dis, si je reviens au Cameroun, quelques mois après, je n'aurai pas la force de revenir ici. Et ça sera un échec, autant pour moi que pour mes parents. Donc je lui dis, s'il te plaît, je viens pas cette année, mais je viens l'année prochaine. Bien sûr, il va mal prendre les choses. On s'envoyait des mails, on s'envoyait des SMS, on s'appelait aussi. Et c'est comme ça que la distance va commencer à se créer, va commencer à s'éloigner de moi. Mais sauf que moi, je reste dans la relation. Je le considère comme mon fiancé, je montre l'alliance partout. Voilà, je dis à qui veut l'entendre que j'ai mon fiancé qui est resté au Cameroun, donc je ne suis pas une famille, machin. Je vais avoir des opportunités, bien sûr, que je vais décliner parce que je suis fidèle, j'ai mon fiancé au pays, je l'aime. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 3 ans, je lui dis, écoute, clairement, qu'est-ce qu'on fait c'est passé 3 ans parce qu'entre temps, je n'étais pas repartie au Cameroun. Donc, je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait je vais être située, je prends de l'âge, je veux savoir où est-ce que j'en ai, d'autant plus que, comme je disais, j'avais quand même refusé beaucoup d'opportunités. Il y a des hommes qui s'intéressaient à moi. Et donc, je commence quand même à me poser des questions, à dire qu'il faut que tu sois situé, si tu es avec ton fiancé, que tu sois sûr que la relation va aboutir au mariage. Il me dit, je ne peux pas parler de ça au téléphone, il faut que tu viennes au Cameroun, il faut qu'on se revoie, il faut que je te revoie, j'ai changé entre temps, tu as changé entre temps, il faut qu'on se touche, qu'on parle de ça. Et il a raison. Donc, je prends les dispositions pour retourner au Cameroun, on va se voir, on va se débaucher et je vais découvrir qu'il m'avait trompé. Il avait rencontré une autre dame, une autre jeune fille avec qui ils ont eu un enfant et la relation était officielle, tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. La personne qui n'était pas au courant, c'était moi. Donc il va me dire non, en fait, je me suis mise avec elle. En fait, ils ont même eu leur enfant, ils ont eu leur relation au point où ils se sont séparés. Donc il va, comme il est un homme très opportuniste, quand je le relance pour lui dire, ben, situe-moi entre-temps, on s'écrivait, machin, de temps en temps, on s'envoyait des mails. Donc, je vais découvrir plus tard que c'est parce qu'il avait rompu avec la mère de son enfant qu'il revient avec moi. En fait, si tout s'était bien passé avec elle, il ne m'aurait jamais dit de revenir. Donc il va me dire, oui, machin, c'est toi que j'aime, je suis partie avec elle parce que j'étais déçue, j'étais tellement malheureux, machin, que tu ne venais pas, c'est à cause de la distance, etc. Le gars va m'embobiner, je vais croire. Donc on va débaucher, un soir on va se débaucher et puis on va reprendre la relation, on va reprendre de plus belle. Et moi je vais rentrer, je vais encore, là je serai régulière au Cameroun, je crois que j'y allais presque tous les 2 fois par an. Et ça ne va pas se limiter là parce qu'un jour, lors de mon séjour au Cameroun, il va me dire, pour te prouver que je t'aime, pour te prouver que je suis prêt à tout pour toi, j'ai failli te perdre une fois avec cette histoire de machin, il m'a parlé de la mère de son fils. Je ne suis plus prêt à te perdre. Pour te prouver que je t'aime, je suis prêt à t'épouser. Donc, on va se marier. Sa famille est au courant. La mienne n'est pas au courant. Encore une bêtise, oui, encore une bêtise. Je sais. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet que je maîtrise parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que je vais partager avec toi ce que j'ai fait pour pouvoir oublier cette relation douloureuse. Donc on va se marier, ma famille n'est pas au courant, les témoins ça va être de son côté, machin.
j'ai quand même réussi à prendre la photocopie de la pièce d'identité de mon frère. Donc, l'un de ses amis va se faire passer pour mon grand frère, donc il va être le témoin de mon côté. Et il y a sa sœur qui était aussi mon deuxième témoin. Bref, on va se marier. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour du mariage, le soir, on est dans la chambre et puis, en fait, j'avais mis la charrue avant les bœufs parce que je commence à me rendre compte que je ne le connais pas. Et j'engage une discussion, je lui pose des questions et je lui demande, chérie, comment est-ce que tu vois la vie de couple? Parce que je pars quand même du principe que j'ai maintenant une certaine légitimité, je suis sa femme, donc c'est normal qu'on aborde certains sujets. C'est des sujets en fait qu'on doit aborder avant le mariage. J'en parle dans mes accompagnements, enfin je parle de la préparation au mariage. Et là le gars me dit, ah mais tu te comportes comme une blanche, hein, parce qu'ici au Cameroun, les femmes ne s'intéressent pas à ce que leurs maris font à l'extérieur de la maison, tant que l'homme paye les charges, donc il rationne, paye le loyer, machin, il s'occupe de toi, tu ne dois pas t'intéresser à ce qu'il fait à l'extérieur. Je lui dis, mais non mon cher, tu es mon époux à la maison, tu es mon époux en dehors, hors de chez nous. Tu ne peux pas être mon époux quand tu es chez moi et quand tu n'es pas, enfin, quand tu es chez nous et quand tu n'es pas chez moi, tu me dis de ne pas t'intéresser à ce que tu fais. Et là, il me dit, mais les filles, ici, machin, hein. Et là, il me rappelle, il me dit, un homme qui a mon statut, un homme qui a mon profil, les femmes seraient prêtes à tout ici pour m'avoir parce que quand même, le gars, il avait un boulot. À l'époque, je pense qu'entre-temps, sa situation a évolué, mais à l'époque, il avait des revenus de 400 000. Donc pour lui, les 400 000, c'est vrai que c'est quand même une belle somme quand même. Donc le gars me dit, les filles sont prêtes à tout pour m'avoir et toi, tu es la limite pour me dire, tu fermes ta bouche et tu t'en contentes. Et comme j'essaie de lui faire comprendre que je ne vois pas les choses comme ça, moi j'étais assise et lui il était allongé dans le lit. Le gars va bondir et j'avais les rastas, j'aime bien être coiffé comme ça. Il va m'attraper les rastas comme ça. Il tire mes tresses et il commence à me donner des claques. Je vous ai dit que c'était le jour du mariage. Et là, je suis tétanisée. J'ai même pas la force de pleurer. En fait, à chaque fois que ça arrivait, je pleurais même pas parce que je me disais non, c'est pas possible, c'est pas lui, il peut pas me faire ça. Je me retrouve dans cette relation-là où j'ai tellement donné. Mais quand je dis que j'ai tellement donné, j'ai vraiment donné. Je sais que les femmes en ce moment pour habitude de verser dans la victimisation, mais il y a longtemps que j'ai arrêté de faire de la victimisation parce qu'entre-temps j'ai appris à travailler sur moi. Je ne mange pas de ce pain-là. J'ai vraiment donné. Il n'y a pas que moi, il y a même aussi certains membres de ma famille qui ont donné. Je n'ai pas donné qu'à lui, j'ai donné à certains membres de sa famille aussi, j'ai donné à ses amis, mais vraiment des conseils, de l'argent, des cadeaux. J'avais fait une promesse, c'était de faire mon possible pour rendre cet homme heureux. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et ce qui est bien avec moi, c'est que je n'aime pas avoir des regrets. Ce qui fait que quand je m'engage dans une relation, j'aime toujours en sortir en ayant la conscience tranquille que j'ai fait ce qu'il fallait, que ça marche. Certaines personnes prennent ça pour de la faiblesse, mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est ma façon de fonctionner. Peut-être alors que je corrige ça. Bref. Un autre jour, lors d'un autre séjour, je dois aller au Cameroun, je dois prendre mon vol le lendemain, donc c'est lui qui va réussir à me trouver un billet d'avion parce qu'il y avait un problème de compagnie. Et donc il va envoyer les sous à son petit frère qui va m'acheter un billet d'avion, donc on doit finalement passer par Douala. Donc lui termine de travailler, on va prendre le dernier bus et on est à bord du bus, on rigole. Moi je suis quelqu'un de très tactile, quelqu'un de très câline, donc j'aime avoir des relations fusionnelles avec mes chéris. Donc on est à bord du bus, on rigole, on fait des blagues et les gens remarquent qu'on est en couple et les gens nous regardent avec admiration. Jusqu'à ce que je vais recevoir un coup de fil. Non, je reçois un SMS. Pour ceux qui connaissent au Cameroun, ils sont toujours, les opérateurs mobiles sont toujours en train d'envoyer des SMS aux gens, des SMS sur des promos, etc. Donc je reçois le SMS, je le supprime. Déjà ça m'énerve parce qu'ils envoient des SMS tout le temps aux gens. Je ne sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Donc je supprime le SMS et voir comment je supprime le SMS. Il s'imagine que c'est un homme qui m'a envoyé le SMS. Donc il va piquer une crise de jalousie, il ne me parle plus. Soudainement il me boude. On arrive sur Douala, j'essaie encore de le relancer. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'était un SMS d'Orange. Il ne me croit pas. Le SMS aujourd'hui, mais je l'ai supprimé. Donc il ne me croit pas. On arrive chez son petit frère. Il fait extrêmement chaud, je vais m'asseoir dehors, et là on est là en train de bouder, machin. Et il vient me trouver dehors, il me dit ouais c'est ça, tu es avec moi, et puis les hommes t'écrivent, je dis mais non chérie, aucun homme ne m'a écrit, c'est Orange, j'ai reçu un SMS d'Orange,
mais je n'ai plus la preuve, je l'ai supprimé. À un moment, je lui dis comme ça que je commence à penser que j'ai commis une erreur de me marier avec toi. Il ne va pas supporter cette phrase. Et son frère était déjà couché, sa fiancée aussi, je crois qu'ils avaient un bébé de 2 semaines, elle venait d'accoucher de 2 ou 1 mois environ. En tout cas, c'était un nouveau-né. Alors, il va me dire, viens sortir de la maison de mon frère. Donc, il va me faire sortir. À un moment, je me cramponne sur la rambarde et il m'attrape, il me saisit par l'un des bras. Je crois que c'était celui-là, le bras gauche. Et il me tire, on est sur l'escalier, il m'entraîne vraiment de toutes ses forces. Alors, moi, je suis grande. Et je m'intéresse toujours aux hommes qui sont en de taille, donc forcément, physiquement, ils sont forts. Donc il est plus fort que moi et il commence à m'ouvrir de coups de poing, il m'entraîne, il veut m'amener vers l'extérieur. Et là, on arrive, on sort, il me dit viens sortir de chez mon frère. Donc on va aller vers l'extérieur, on va sortir de la concession, il y a une clôture. Le gardien, le vigile, il a voulu voler à mon secours, mais il ne fait pas le poids parce que j'ai dit que c'est un gars, et je crois qu'il mesure 1m85, donc il est fort. Le vigile ne fait pas le point. Et là, il se met à me rouer de coups de poing. Et je lui dis, mais chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'en reviens pas, je suis tétanisée. À un moment, je me dis, Annick, si tu ne réagis pas, il peut, je sais pas, j'ai pas envie de prononcer le mot, mais je me dis, Annick, tu prends ton vol demain, si tu ne fais rien là, ça peut mal, c'est terminé. Et là, je commence à appeler au secours. J'appelle son petit frère au secours, je l'appelle. Et c'est comme ça que le gars va se calmer. Son petit frère va venir. Je crois que je l'avais mordu ici pour me défendre. Donc son petit frère va venir, il va nous séparer. Et puis voilà, on va passer la nuit. Le lendemain, bien sûr, il commence à s'excuser. Je suis désolée, oui, je sais que j'ai été belle, machin. Je crois que c'est toujours la période où on s'est démarré. Je sais plus trop. Il s'est passé tellement d'événements. Je ne sais pas si c'était pendant le même séjour ou si c'était un autre. En tout cas, je sais qu'il y a eu plusieurs épisodes où il m'avait roué de coups de poing. Et là, il me dit, oui, je sais que quand tu rentres là, je sais que je t'ai perdu, machin, je sais, si tu me quittes, je le mérite, j'aurais pas dû te taper, blablabla. Mais je vais pas le quitter. Je vais rester dans cette relation, ça va continuer, où j'avais retrouvé, je me suis retrouvée en train de m'endetter pour cet homme, parce que c'est toujours entre des demandes à la rallonge, c'était toujours... Et lui, en 6 ans de relation, pour que vous ayez une idée, j'ai reçu 2 choses de lui. Lors du 1er mai, il avait reçu un pain de son lieu de travail, donc il m'a donné ce pain-là pour que je puisse, je sais pas, me faire confectionner une tenue. Et aussi, il m'avait donné 45 000. Pourquoi? Parce que j'étais allée lors d'un séjour, il m'avait présenté une personne qui devait me faire un passeport express. Et j'avais donné 250 000 à cette personne-là et je n'ai pas eu la couleur de l'argent. Plus tard, je vais apprendre que c'est un escroc. Donc, le gars est obligé de me donner 45 000 parce que je n'ai plus d'argent pour que je fasse un autre passeport. Voilà ce que j'ai reçu de lui en pratiquement 6 ans de relation. Je ne vous dis pas de mon côté combien j'ai dépensé pour lui. On n'est pas là pour parler de ça. Mais j'ai juste envie de vous dire à quel point j'ai dépensé dans cette relation, mais malgré ça, j'y étais. Il n'avait jamais les sous. Il avait toujours des problèmes. Même quand il a commencé à travailler, je n'avais jamais vu la couleur de son argent. Il était toujours en train de me dire, oui, les gens voient comment tu t'occupes de moi, les gens voient comment tu m'aimes, et puis demain, comment je vais commencer à m'occuper de toi, quand je vais t'acheter une voiture. En fait, il était en train de me manipuler. Les gens ne vont pas voir, alors que quand je n'avais rien, c'est toi qui étais là pour moi. Bref. Et finalement, le plus dur, c'est quand je suis en train de terminer j'avais déjà terminé la rédaction de mon mémoire, je suis en train de le corriger, mon directeur de mémoire, il a validé, il était ok, les dernières corrections, les dernières lectures, et je l'appelle, je ne suis pas bien. Ah, et mon téléphone qui sonne, je lui ai dit que j'étais chez un boulot. Je vous ai prévenu qu'il y aurait des imprévus. Alors, ce qui va se passer, c'est que on a déjà des problèmes, machin, et je l'appelle, je me revois, je l'appelle, je dis chérie, j'ai besoin de toi. Je suis en train de rédiger mon mémoire là, et je vais soutenir dans une semaine. Est-ce que tu ne pouvais pas attendre qu'on résolve nos problèmes après? Tu sais à quel point cette année est décisive pour moi. Je suis en train de finir mon cursus là. Est-ce que tu ne pouvais pas attendre? Le gars, il me dit, là je suis au bureau, je n'ai pas le temps pour te parler. Si tu as envie de parler à quelqu'un, appelle ta mère. J'ai dû aller prendre notre téléphone parce que la cliente
fallait que je la rassure, c'est la cliente, je te montre qui je suis. Donc je lui dis, est-ce que ça ne pouvait pas attendre? Est-ce qu'on ne pouvait pas régler nos problèmes plus tard? Est-ce que tu ne pouvais pas me laisser le temps de terminer mon année scolaire en beauté? Donc le gars me dit ça, appelle ta mère, appelle ta mère. Et il est dans son bureau, ses collègues me connaissent parce que je peux aller... ses collègues me connaissent, je me fais un jour de leur dans ces jours, il me dit ouais, il faut que tu me fasses à manger et que tu m'apportes la nourriture au bureau. Et ce n'était pas n'importe quoi. Et Abidi, bref. Donc, ses collègues me connaissent, ses collègues sont au courant de notre relation, ses collègues savent quand c'est marié et ils me parlent comme ça au téléphone. J'ai posé mon téléphone dans le lit, bien sûr, je me mets à pleurer. Alors, vous allez me placer, je suis dans ma chambre étudiante, je revois, je vais me placer devant la fenêtre. J'habitais au 4e étage et je vous assure, j'ai pensé à me défenestrer. Tellement c'était violent, je n'en revenais pas. J'arrivais pas à croire que c'était lui, qu'il était capable de me faire ce genre de choses. Et là, je commence à cogiter, je me dis, Annick. Et il y a d'abord une pensée qui m'a envoyée, me dit, oui, puisqu'il te fait mal, puisqu'il veut te voir souffrir, ok, jette-toi comme ça, il va bien souffrir, comme ça il va regretter. Sauf que non, quand une personne vous fait du mal, elle s'en fiche de votre douleur. Quand une personne vous fait du mal, quand c'est un mal prémédité, elle veut vous faire du mal. Donc c'est justement ça le but, c'est de vous blesser, c'est de vous faire souffrir. Donc elle sera satisfaite de vous savoir en souffrant. Donc si vous imaginez que oui, comme il m'a fait du mal, je vais me faire ceci, comme ça il va bien souffrir. Il s'en fiche parce qu'il va réussir, en fait, c'est ce qu'il voulait. Je pense à tout ça et je vais me dire, Annick, je pense à mes parents. Je visualise un peu la scène et je me dis, Annick, est-ce que tu penses que tes parents méritent ça? Ton père, ça fait pratiquement 6 ans qu'il te paye tes études avec tout ce qu'il a avec toi dans une école de commerce privé, vraiment toutes ces dépenses-là, ces sacrifices-là, et toi-même, les années blanches à rédiger des mémoires, machin truc, à réviser tes... Est-ce que tu mérites de terminer ton année comme ça? Et puis je pense à mes parents qui ont déjà perdu 3 enfants, et je me dis, Annick, est-ce que c'était ça? Est-ce que ça doit être ça la fin du film? Et je commence à reculer, je fais un pas en arrière, je recule. Et je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas où j'ai trouvé la force pour terminer, de corriger mon mémoire, pour soutenir. J'avais eu 18 à ma soutenance. Bien sûr, j'ai pu obtenir mon diplôme, etc. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Et là, il m'attendait, parce qu'il m'attendait au Cameroun. Il me dit, de toute façon, je parle plus au téléphone, tu viens ici, machin truc. Il me dit, je vais te montrer que je suis un homme, comme tu es diplômé, machin. Je veux montrer que tu es intellectuel, je veux montrer que tu sais parler français. Donc il m'attendait au Cameroun pour qu'on se rabiboche, je ne sais pas trop, pour qu'on se réconcilie parce qu'on est quand même mariés. Il va falloir que je prenne la décision. Et donc ça sera le premier point de ce que j'ai fait. Accepter la situation. Il fallait que j'accepte la situation, que je me dise, ok Annick, tu as fait tout ce qu'il fallait. Annick, tu as peut-être commis des erreurs, ça c'est certain, tu as peut-être fait des erreurs d'appréciation, mais tu as tenu ta promesse, celle qui était de faire en sorte que cet homme, de faire tout le nécessaire pour que cet homme soit heureux. Mais là, il faut que tu acceptes que tu es au bout. Tu as vraiment tout essayé, tu as encaissé beaucoup de choses, des infidélités, et quand cette histoire est arrivée, il me crampait déjà encore avec une autre femme qui est d'ailleurs devenue son épouse. Donc, j'ai dû accepter la situation. Je me dis, Annick, est-ce que tu veux rentrer au Cameroun pour aller te marier avec un homme, vivre avec un homme, fonder une famille avec un homme qui te crame comme ça, en un claquement de doigts, qui te bastonne, qui te parle mal, qui t'humilie, et qui même, c'est pas qu'il n'a jamais rien dépensé pour toi, parce que quand tu es quand même marié à une femme qui est étudiante, jamais pendant tout ce temps je n'avais reçu des sous de genre, une petite surprise. Je ne vous parle même pas des anniversaires, mais vraiment c'est un délire. Je ne sais pas dans quoi j'étais. J'en ai parlé avec une personne que j'apprécie beaucoup, je crois que c'était la semaine dernière, et la personne me disait en fait, parce qu'en réalité je ne l'aimais pas. J'étais partie du principe que c'est un orphelin, il a beaucoup souffert, et la personne m'a dit c'est de l'empathie. Tu ne l'aimais pas, mais tu avais pitié de lui. Effectivement, je ne l'aimais pas. Parce que quand j'ai pris le recul après, on n'aime pas un homme qu'on ne connaît pas, je ne le connaissais pas, donc on ne peut pas dire que je l'aimais. Alors je vais rentrer au Cameroun. Je
je vais officialiser la rupture, je vais en parler à un membre de sa famille, je vais en parler à ma famille aussi, parce que même les membres de sa famille pensaient qu'on allait se réconcilier, et je dois me dire non, je ne peux pas vivre comme ça, je ne mérite pas de vivre comme ça, je vais aller au Cameroun et donc je vais annoncer que je vais divorcer. Et on va faire une assise familiale, et pendant qu'on fait l'assise familiale, je vais raconter certaines choses. Ma soeur qui est présente, ma grande soeur, elle ne va pas supporter, elle va vouloir monter cours avec lui, et je calme ma soeur, je dis non, 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 je pense que ma soeur lui avait donné soit un coup de pied, soit un coup de poing, on ne sait pas trop. Ma soeur était tétanisée par rapport à ce que je racontais. Elle disait mais non, c'est pas possible, il n'a pas pu te faire ça. Ah bah oui, il m'a fait ça. Deuxième chose, il a fallu que je me pardonne, que je me regarde dans un miroir et que je me dise Annick, comment tu as fait pour tomber si bas? Comment tu as fait pour accepter de telles humiliations? Comment tu as fait comment tu as fait pour être accroché à un tel homme? Tu n'avais pas d'enfant avec lui. Il n'a rien fait pour toi. Toi, tu as passé le temps à donner, à donner, à donner. Tu n'as rien reçu. Mais malgré ça, tu étais accroché à lui. Malgré ça, un homme qui n'a même pas pris en considération le fait que tu étais en train de rédiger un mémoire et que tu avais besoin d'attention, que tu avais besoin de soutien. Jamais il ne m'a appelé pour me dire Chérie, tu es en train de rédiger ton mémoire, comment ça se passe, est-ce que je peux te donner des conseils? Et pourtant, c'est une personne qui est brillante, donc il aurait pu le faire. Il aurait pu me proposer de lui envoyer mon mémoire qu'il allait lire et corriger, ou même me faire des suggestions. Rien. Il fallait que je me pardonne, que je me dise Annick, comment est-ce que tu as laissé qu'on te brise à ce point? Troisième chose que j'ai faite, reprendre confiance en soi. Il faut savoir que quand vous sortez d'une relation pareille, vous perdez la confiance en soi, vous perdez confiance en vous parce que vous dites comment est-ce que ça a pu m'arriver moi, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tous les sacrifices. Alors les femmes que j'accompagne, plusieurs me disent souvent que je pensais qu'en étant gentille, en étant une bonne épouse, en étant, je ne sais pas, une bonne petite amie, en étant ceci, je pensais que ça allait me garantir la réussite de ma relation. Oh que non, ça ne marche pas comme ça. S'il suffisait d'être gentil, d'être bon pour que le monde se porte bien, je pense que le monde n'aurait pas le visage qu'il a aujourd'hui, on se comprend. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui marche dans une relation, c'est quand deux personnes sont en phase, c'est quand deux personnes sont sur la même longueur d'onde. C'est ça qui marche. Mais si vous vous retrouvez dans une relation où l'un donne plus et l'autre donne moins, où c'est toujours l'autre qui reçoit, qui est en train de presser l'autre comme une orange, ça ne marche pas. Et ne pensez pas que votre gentillesse va faire en sorte qu'on vous aime. Ne pensez pas que votre gentillesse va faire en sorte que les gens vous apprécient, que les gens vous acceptent. Ça ne marche pas comme ça. Oui. Désolée, il y a mon collaborateur qui est venu m'interrompre. Je ne sais même plus ce que je disais. Oh. Alors, je crois que je disais que ce n'est pas votre gentillesse, ce n'est pas votre bonté, ce n'est pas votre, je sais pas, ce ne sont pas vos qualités, ce ne sont pas vos valeurs qui vont vous garantir la réussite dans vos relations, que ce soit à relation amoureuse, relation sentimentale, machin. Et donc, comme je vous ai dit au début, moi je n'aime pas avoir de regrets. Quand je me lance dans une relation, je veux toujours m'assurer que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça ne marche pas. J'aurais pu m'arrêter et après avoir des gars, ah non, Annick, tu sais, si tu avais été un peu plus patient, peut-être que machin. Ou alors plus tard, quand il a réussi, parce que les mecs vont me dire ça, ouais, je suis encore jeune, j'ai commencé ma carrière avec 400 000, c'est sûr que je vais finir ministre dans ce pays. La manipulation. Et donc, si j'avais dit, ouais, si je m'arrêtais avec lui, en disant, oui, je ne prends pas le temps de galérer avec lui, je ne prends pas le temps de le soutenir, quand il allait finir ministre, j'allais avoir de gens en disant, oui, Annick, tu vois, il est fini ministre, et tu n'as pas supporté, tu n'as pas assisté, je suis quand même une femme et j'allais avoir des regrets. Mais sauf qu'aujourd'hui, Sylvain, tu peux finir président du Cameroun, je n'aurai aucun regret. Parce que, or, je voulais lui envoyer un message, parce que j'ai appris à le connaître. Je sais que lui et moi, il ne me correspond pas. Donc, j'ai pris le temps de savoir que lui et moi, on ne pouvait pas on ne pouvait pas cheminer ensemble. Mais il y a des personnes qui ne prennent pas le temps justement de faire ce que je viens de faire. Je ne dis pas qu'il faut forcément souffrir dans une relation qu'il faut rester le plus longtemps possible pour se faire tabasser dessus, pour se faire humilier. C'est pas ce que je dis. Mais prenez toujours le temps d'aller au bout des choses avant de prendre une décision radicale. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ça fait que quand je pars de là, je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche et donc je n'aurai pas de regrets. Je déteste avoir des regrets dans ma vie et je déteste spéculer. J'aime que les choses soient bien précises dans ma tête. Ça me permet de savoir comment fonctionner. Donc il a fallu que j'aille travailler, que je retrouve la confiance en soi, que j'accepte que ça arrive,
et que je comprenne que j'avais une part de responsabilité, etc., que je reprenne confiance en moi, même pour la prochaine relation. Erreur, sauf que je suis sortie de cette relation-là, je n'ai pas pris le temps d'en guérir, je n'ai pas pris le temps de comprendre, j'ai plongé dans une autre relation parce que je m'étais dit, Annick, tu vas te venger des hommes. Comme il t'a fait souffrir, il faut que tu fasses souffrir les hommes. Et donc je rentre dans une relation dans laquelle je me dis que je vais le faire souffrir, il va voir. Ah, écoute Annick, qui t'a rien fait, hein, celui qui t'a blessé, celui qui t'a humilié, tu l'as laissé là-bas et tu vas aller t'en prendre à quelqu'un d'autre. Tellement c'était violent que je voulais me venger de Sylvain, parce que son prénom c'est Sylvain. Et j'avais même monté un plan, mais je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas permis que je puisse passer à la... Parce que vous savez, il y a des choses quand vous faites dans la vie. Vous avez déjà franchi le but quand c'est trop tard, vous avez déjà fait. Même si après vous allez demander pardon, même si après vous allez machin, l'acte est déjà posé. C'est comme quand vous ôtez la vie à une personne, bah, l'acte il est posé. Tellement c'était violent, tellement la douleur, l'amertume. Je baignais, mon cœur baignait dans l'amertume, mon cœur baignait dans la souffrance. Quatrième chose que j'ai fait, apprendre de ses erreurs. Il fallait que j'apprenne de mes erreurs, que je comprenne que j'ai prêté le flanc à cet homme. Généralement, quand une personne vous fait du mal, c'est parce que vous laissez cette personne vous faire du mal. Je suis restée dans une relation de pratiquement 6 ans. Il ne m'avait pas attaché. Il m'a menti. Il m'a manipulé. Il avait compris que je suis une personne qui a le cœur sur la main, que je suis quelqu'un de sensible. Il est quelqu'un d'opportuniste. Donc il s'est dit, hop, je vais me servir. Et j'ai laissé faire. Dès la première fois où il avait levé la main sur moi, j'aurais dû dire stop. Mais j'ai continué. Dès la première fois, je me suis rendu compte que moi j'allais être son porte-monnaie, que lui il était toujours en train de se servir, qu'il était toujours en train de prendre. J'aurais dû dire stop, mais je ne l'ai pas fait. Dès la première fois où il m'avait crampé, j'aurais dit stop, je ne l'ai pas fait. Non, en fait, ma part d'erreur dans cette histoire, c'est que j'avais laissé un homme me détruire. J'avais laissé un homme m'humilier, me rabaisser, me frapper, me mentir, me cramper. Je l'avais laissé faire. Et il avait fait le nécessaire justement. Cinquième chose, alors quand vous apprenez de vos erreurs, ça fait que vous trouvez votre part de responsabilité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne verse pas dans la victimisation parce que j'ai pris le temps de connaître, d'identifier mes erreurs dans cette relation. Et je manquais de maturité, je manquais de sagesse, je manquais même aussi peut-être que j'étais dans une histoire de dépendance affective. Bref, il y avait un cocktail molotov qui se passait dans ma tête et tout ça, bah, ça a occasionné ce que ça a occasionné. Alors la cinquième chose, c'est de se pardonner. Tellement je souffrais, tellement, je l'ai dit tout à l'heure, je baignais dans l'amertume que quand j'écoutais son prénom, dès que j'écoutais, on disait Sylvain, je passais une mauvaise journée. Je déprimais, je n'étais pas bien, je le haïssais. Je le haïssais. Il y a 2 personnes que j'ai haïes dans ma vie. J'ai réussi à les pardonner maintenant, ça va. Mais il y avait lui et il y avait quelqu'un d'autre. Un membre de ma famille. Je l'appelais l'innommable pour le désigner. Je ne voulais même pas prononcer son prénom. Tellement c'était violent, tellement la douleur était intense. Et je me suis retrouvée dans une situation où, comme j'avais laissé des opportunités, des hommes qui s'étaient intéressés à moi, et donc j'ai commencé à avoir de lui, Annick, tu vois, il y a tel qui voulait t'épouser, tu as dit que tu veux pas parce que tu étais avec lui, malin, machin, je te retrouve aujourd'hui en train de galérer, ta vie sentimentale est sans dessus-dessous, or si tu avais dit lui, alors tu serais certainement marié avec des enfants, tu aurais certainement une stabilité. Et tout ça, ça m'a monté, c'est de sa faute si ma vie n'est pas stable, c'est de sa faute si je ne réussis pas, c'est de sa faute. Et tout ça faisait que je ne faisais que le détester, je faisais que le haïr, je ne faisais que... J'avais souvent parfois des envies de vouloir lui arracher les yeux et tout ça. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de... Enfin, j'ai fait un travail profond, donc c'est fini. Mais avant, c'était pas comme ça. Quand je parlais de lui, j'avais envie de pleurer. Quand je parlais de lui, je ne rigolais pas. Quand je parlais de lui, j'étais assaillie par ses souvenirs douloureux, par ses souffrances. Et tout de suite, c'était la dépression, c'était extrêmement violent, c'était mon premier petit ami, c'était extrêmement violent et j'avais tellement donné dans cette relation-là. J'en étais même arrivée au point où je m'étais endettée pour lui. Il a fallu que je pardonne. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'en plus, il m'avait dit qu'il allait s'occuper du divorce, il l'a pas fait.
Et c'est plus tard que je vais découvrir qu'il n'a pas fait. Entre-temps, il s'est marié et je suis obligée de prendre contact avec son épouse pour lui expliquer la situation puisqu'il n'a pas dit la vérité, bien sûr. Il m'avait salué auprès de son épouse, il m'a salué auprès de ses amis, il m'a salué auprès des membres de sa famille. Bref, on sait comment ça se passe dans ce genre de choses. Donc je suis obligée de prendre contact avec elle et de lui dire tant pis. Comme je lui était lors de la réunion familiale, on avait convenu qu'il devait me rembourser une partie de l'argent et il ne m'a remboursé que 100 000 francs. Et pour vous dire à quel point c'est une personne bizarre, il était venu me donner 100 000 francs, je me souviens 10 billets de 10 000. J'avais l'impression qu'il les avait d'abord créés dans la bouffe avant. C'était des billets sales. Je me dis, attends, pourquoi les billets sont aussi sales? Connaissant le personnage, il a été capable de faire ça. Peut-être même qu'il a craché sur cet argent parce que les billets étaient vraiment sales. Peut-être que c'était encore un moyen pour me rabaisser, je ne sais pas. J'ai pris les sous, je crois que j'avais donné ça à quelqu'un, je ne sais pas trop ce que j'avais fait avec ça, mais je ne les ai pas utilisés. C'était pas parce que je voulais de l'argent, c'était pour qu'il comprenne qu'il m'avait fait du mal et qu'il ne pouvait pas s'en tirer comme ça. J'aurais pu sortir de cette relation quand il m'a raconté comment il se faisait entretenir par les femmes. J'aurais pu sortir de cette relation quand il m'a raconté comment les femmes lui offraient des choses, comment il s'en vantait de briser les femmes, de briser les cœurs des femmes. Il m'a raconté. Mais je pensais que non, ça sera différent avec moi. Le syndrome de l'infirmière, les femmes sont toujours en train de s'imaginer qu'elles peuvent changer les hommes, elles sont toujours en train de s'imaginer que ça ne s'est pas bien passé avec l'autre parce qu'elle n'était pas assez bien et que non, ça se passera bien avec moi parce que je suis meilleure. Erreur. J'ai réussi à pardonner. Et quand j'ai pris la décision de le faire, bien sûr, c'était après avoir fait un travail sur le développement personnel, après avoir fait comme tout ce que je viens de vous, les 4 premiers points que je viens de vous citer, j'ai compris que le pardon allait me libérer. J'ai compris que le pardon allait me donner la force d'avancer. J'ai compris que le pardon allait me donner la force de faire un travail profond, de me nettoyer, de prendre toute cette amertume-là, de la jeter, de me dire qu'il ne valait pas la peine. Il ne méritait pas que je souffre pour lui, qu'il ne méritait pas que je passe des journées affreuses parce que j'ai pensé à lui, parce qu'un des souvenirs a jailli. Et c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne, ça sert à rien. Les rancœurs, la frustration, la colère, l'amertume, les regrets. Il m'a fait ceci, ça sert à rien parce que tout ça, ça vous détruit. Et quand j'ai pardonné, ça m'a libérée. Donc voilà ce que je vais partager avec toi. La vidéo est un peu longue, mais ça en vaut la peine. Il fallait que j'aborde certains points pour que tu comprennes. Alors si toi aussi tu as vécu la même chose et que tu n'arrives pas à pardonner, si tu as vécu la même chose, peut-être même pire que ce que j'ai vécu, sache que c'est possible que tu puisses avancer. Si tu appliques les 5 points que j'ai partagés avec toi, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Ça a même très bien marché. La preuve, aujourd'hui j'accompagne d'autres femmes qui sont passées par là aussi. Je suis passée à autre chose, j'ai réussi à vraiment, quand je dis à passer à autre chose, je pense au sens strict du terme. Aujourd'hui j'en rigole, je prononce son nom, Sylvain. Mais il y a quelques années, j'en étais incapable. Aujourd'hui, je parle de cette histoire, je rigole, je parle de cette histoire, je raconte aux gens avec beaucoup d'aisance. Mais il y a encore quelques années, je n'étais pas en mesure de le faire parce que dès qu'il y avait le moindre souvenir qui remontait, je plongeais dans la dépression, je plongeais dans la souffrance, je plongeais dans la douleur. Et il est important de faire ce travail-là pour pouvoir en guérir simplement de ces blessures émotionnelles, de ces blessures, de ces frustrations. Et je sais pas, des colères, etc., etc., etc. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse, et je te dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.